Salut les hamsters! Ah, l'exaltation du succès! Qui n'en rêve pas? Mais que se passe-t-il lorsque cette exaltation écrasante trouble votre jugement et vous fait prendre la mauvaise direction? Ou beaucoup de mauvaises directions? Aujourd'hui, explorons 3 des plus grandes faillites mondiales. Ce n'étaient pas de simples chutes, mais des effondrements catastrophiques et historiques. Tout comme la cage d'un hamster peut devenir surpeuplée et s'effondrer, une entreprise confrontée à la faillite voit sa structure financière s'écrouler sous le poids de ses problèmes. Allez, ouvrons ces graines de tournesol car cette aventure va devenir folle. Tout d'abord, Lehman Brothers. La grande question qui préoccupait beaucoup de gens était comment une institution financière vieille de 160 ans, ET, la 4e plus grande banque d'investissement en Amérique, a-t-elle pu s'effondrer en un seul week-end? Revenons un peu en arrière. Lehman Brothers a été fondé en 1847 comme un modeste magasin en Alabama. Les frères Henry, Emmanuel et Mayer échangeaient des marchandises contre du coton, ce qui les a conduits au commerce du coton. Après la mort de Henry, les frères restants ont diversifié en ajoutant à leurs activités le commerce de matières premières et les services de courtage. Dans les années 2000, où l'Amérique était devenue une superpuissance et Lehman un acteur financier majeur. En 2004, Lehman a acquis 5 prêteurs hypothécaires et 2 services spécialisés dans les prêts Alt-A. Des prêts accordés à des emprunteurs sans tous les documents requis. Comme prévu, cette stratégie dangereuse a déraillé et le hamster n'a pas pu supporter le poids croissant des investissements risqués. Quand la bulle immobilière a éclaté, les fissures étaient si profondes que Lehman n'a pas pu se remettre des 613 milliards de dollars de passifs accumulés. Malgré les efforts pour lever des capitaux et restructurer, le fort effet de levier de Lehman et son immense exposition à des conditions de marché en détérioration ont scellé son sort. La confiance des investisseurs et partenaires s'effondre, l'action de la société chute et sans solution de sauvetage viable en vue, Lehman est à court de temps et d'options, affrontant finalement la faillite le 15 septembre 2008. Comme l'a dit Dick Field, l'ancien PDG de Lehman Brothers, qu'importe la situation, profitez du voyage. Aucun regret. That's my credo. No regret. Ce qui amène l'Académie au numéro 2. Enron. Vous pourriez dire qu'Enron, anciennement connu sous le nom de HNG Internorth, est né de la fusion entre Houston Natural Gas et Internorth, et à sa tête se trouvait Kenneth Lay, le PDG de Houston Natural Gas. Malheureusement, Enron, qui est devenue une entreprise de 100 milliards de dollars, a connu un tournant intéressant lorsque le Congrès des États-Unis a adopté une série de lois déréglementant le gaz naturel. Cela signifiait qu'Enron avait perdu son droit exclusif d'exploiter ses pipelines. Pour y remédier, Jeffrey Skilling, consultant devenu directeur de l'exploitation d'Enron, s'est lancé dans le négoce de dérivés énergétiques, jouant le rôle d'intermédiaire entre producteurs et clients. Cette stratégie a été fructueuse et a permis à Enron de dominer le secteur et de générer d'énormes bénéfices. Wow! Malheureusement, ce boom n'a duré qu'un temps et au bout de 3 ans, Enron a commencé à avoir beaucoup plus de concurrence dans le secteur de l'énergie et ses bénéfices ont rapidement chuté. Skilling n'a pas pris cela à la légère. Il a introduit la comptabilité en valeur de marché en 1992, une méthode qui mesure la juste valeur des actifs et des passifs plutôt que les coûts historiques. Bien qu'elle visait à fournir une image instantanée de la santé financière, elle a aussi permis la manipulation des chiffres chez Enron. Imaginez un hamster qui accélère sur sa roue, mais sans se soucier de savoir s'il avance réellement ou s'il ne fait que tourner sur place. Le marché haussier des années 90 a prouvé que des transactions pouvaient se faire partout. Et en réponse, l'entreprise a créé un marché pour toute personne prête à négocier. À un moment, Enron Online traitait environ 2,5 milliards de dollars de transactions par jour. Oh my God!
À l'éclatement de la bulle Internet et la récession de 2000, l'exposition d'Enron au marché volatile est devenue critique. Enron a dissimulé ses pertes en annonçant des profits de projets comme des centrales électriques avant leur mise en service. Quand les rendements réels décevaient, Enron déplaçait les actifs des livres comptables, comme si elle réparait une roue bancale en faisant croire qu'elle tournait toujours. Début 2001, les analystes ont remis en question les bénéfices et la transparence d'Enron. Avec la chute de l'action et la première perte trimestrielle, la roue a lâché. Les tentatives d'Enron pour modifier les plans de pension et cacher ses problèmes ont attiré la SEC. Ce n'était pas seulement l'entreprise qui s'est effondrée, mais aussi Arthur Andersen, l'une des plus grandes sociétés de vérification comptable. Le 2 décembre 2001, Enron a déposé son bilan, mettant fin dramatiquement à sa course rapide et risquée. Enfin, découvrez la numéro 3, Washington Mutual. Fondée en 1889, c'était une petite entreprise de seulement 2 personnes à Seattle. Connue à l'origine sous le nom de Washington National Building Loan and Investment Association, l'organisation a aidé Seattle à se reconstruire après l'incendie. Sorry, first day, still learning. Bon timing? Peut-être. En 1917, l'entreprise a changé son nom en Washington Mutual Savings Bank et a été reconnue comme une survivante après 2 retraits massifs durant la Grande Dépression. Mais au-delà du bon timing, Washington Mutual avait aussi plusieurs bonnes idées liées à son nom, comme le programme de dépôt de pièces pour les enfants, la banque mobile et bien sûr les distributeurs automatiques de billets. Cela a permis à l'entreprise de s'étendre dans tout Washington dans les années 60, de réaliser des acquisitions et des fusions dans l'Ouest et dans le reste des États-Unis dans les années 90. Malheureusement, une manœuvre trop agressive. Cette fois sur le marché hypothécaire pour ceux ayant des historiques de crédit incomplets, hypothèque à risque, dans les années 2000, a conduit à sa chute. Fin 2007, l'entreprise comptait plus de 43 000 employés, 2200 agences et 188,3 milliards de dollars en dépôt. Puis en 2008, elle a vu la plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Et son rouage s'est arrêté net. Malgré une apparence de solidité, le rouage de WAMU vacillait. Sous le capot, 60% de ses activités venaient de la banque de détail, 21% des cartes de crédit et seulement 14% des prêts immobiliers. Oh! Cela a conduit à des investissements massifs en Californie où l'éclatement de la bulle immobilière a laissé l'entreprise avec un excès de propriétés invendues. Autre raison de la chute, il a été dit que Washington Mutual a agrandi ses succursales trop rapidement, étendant ses ressources dans trop de marchés. En même temps, l'entreprise prenait trop de risques. Saviez-vous que Washington Mutual encourageait ses employés avec des primes basées sur la quantité et la rapidité des approbations de prêts et non sur leur qualité? Cette expansion rapide a entraîné une avalanche d'hypothèques à risque accordées à des acheteurs non qualifiés. Et pour couronner le tout, l'échec de l'entreprise est aussi lié à la faillite de Lehman Brothers. Oui, c'est même Lehman Brothers qui a déclenché une grande panique. Les déposants ont retiré 16,7 milliards de dollars, soit plus de 11% de ses dépôts totaux en seulement 10 jours. La Federal Deposit Insurance Corporation a annoncé que WAMU n'avait pas assez de fonds pour continuer. Que peut-on tirer de ces histoires de mise en garde? L'attrait des profits rapides est fort, mais le risque est bien réel. Cela a conduit à la chute de nombreuses entreprises. Un conseil, ne prenez pas plus de risques que nécessaire. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.